Smart Bourse vous est présenté par Silex. Conseil en investissement, produits structurés, gestion d'actifs, technologie. Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, du lundi au vendredi, vous nous retrouvez à 20h30 si vous nous suivez à la télévision via vos box et vous nous retrouvez également tous les jours en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, une semaine chaotique et c'est le moins qu'on puisse dire sur les marchés globaux et la séance du jour n'offre aucun répit pour les investisseurs après une séance hier déjà particulièrement violente. Tous les indicateurs de stress de marché continuent de progresser. On a vu le VIX dépasser le niveau de 40 au cours de cette séance et les grands indices actions à travers la planète qui accusent des pertes lourdes, voire encore plus lourdes qu'hier. On est encore sur un bon moins 5% pour les indices européens aujourd'hui qui poursuivent leur décrochage et la séance américaine qui est également très compliquée encore à ce stade avec un Nasdaq qui recule de plus de 4,5% après avoir perdu près de 6% hier. Pas de répit donc pour les marchés. Quelques actifs peuvent servir de valeur refuge, essentiellement les marchés d'obligations souveraines avec un 10 ans américain qui continue de chuter d'une quinzaine de points de base sous le niveau clé de 4%. Et puis pour la petite anecdote, on commence à revoir quelques taux négatifs sur certaines courbes de taux en Suisse par exemple. 2 ans suisse est repassé en territoire négatif aujourd'hui, servant bien sûr de valeur refuge pour des investisseurs passablement perturbés par le grand plan tarifaire de Donald Trump annoncé au cours de cette semaine. Nous reviendrons évidemment sur cette séquence et cette situation de marché avec nos invités dans quelques instants. Parmi les chiffres macroéconomiques du jour, nous avons quand même regardé le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis du mois de mars qui reste somme toute un rapport encore tout à fait correct avec des créations d'emplois qui sont d'ailleurs supérieures à 200 000 pour le mois de mars. Les mois précédents ont vu leurs chiffres révisés en baisse. Néanmoins, on reste encore sur un marché du travail solide à ce stade, mais c'est sans doute un rapport qui appartient désormais au passé puisqu'il ne couvre pas les impacts à venir de la politique tarifaire de Donald Trump et les enquêtes montrent que oui, les indicateurs de morale et les indicateurs avancés sont en berne depuis plusieurs semaines maintenant. Enfin, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous prendrons un petit peu de distance pour nous focaliser sur un cas d'investissement spécifique. À travers le prisme de l'analyse fondamentale, nous évoquerons le cas Kingspan, un pur player des matériaux d'isolation thermique pour le bâtiment, société irlandaise. Nous en parlerons avec les équipes de Clartan Associés et c'est Elisabeth de Saint-Léger, gérante et associée chez Clartan Associés, qui sera avec nous dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse pour décrypter ce cas Kingspan. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. C'est le risque que craignaient les investisseurs et la planète marché, le risque d'escalade, et la Chine a réagi assez fermement d'ailleurs aux taxes imposées par les États-Unis cette semaine. Oui, le ministre du Commerce chinois avait prévenu en disant que la Chine s'opposerait fermement à cette décision et prendrait des contre-mesures pour protéger ses droits et intérêts. C'est donc chose faite. Aujourd'hui, Pékin annonce sa réplique et impose 34% de taxes douanières sur tous les produits américains dès le 10 avril, le lendemain de la mise en place des taxes américaines. À ce stade, Donald Trump estime que la Chine panique et que sa politique ne changera pas. Bon, quel est le bilan qu'on peut dresser de cette semaine particulièrement chaotique sur les marchés globaux, Pauline ? Les indices européens sont encore sous le choc des annonces de tarifs mises en place par les États-Unis à l'encontre du monde entier. En Allemagne, le DAX plonge jusqu'à 5% au cours de la séance. Il perd plus de 8% sur la semaine. La chute du jour, c'est celle du MIB en Italie qui plonge aujourd'hui de plus de 7% au cours de la séance. Sa perte hebdomadaire s'établit à 10%. En France, le CAC 40 chute de 7% en 2 séances et perd environ 4% aujourd'hui, autour de 7300 points plombés par les banques. Société Générale est lanterne rouge de l'indice et plonge de 10%, suivi par BNP qui perd 8% et Crédit Agricole cède 5%. Qu'en est-il de la place américaine et des marchés américains, Pauline ? Les indices américains creusent encore dans le rouge après la séance violente d'hier.
d'hier. Le Nasdaq ouvre en repli de 3% après avoir clôturé en chute de 6% hier, sa pire séance depuis mars 2020, ce qui porte son repli à 15% sur 3 mois. Le S&P 500 ouvre en déclin de 3% après avoir clôturé hier en baisse de 5%. Et le Dow Jones s'ouvre en recul de 2,5% après avoir perdu 4% hier. L'indice des petites capitalisations a plongé hier de 6,5% en clôture et perd à nouveau plus de 4% à l'ouverture. À noter aussi l'indice VIX bondit et s'établit à environ 40. Bon, au milieu de cette tourmente de marché, le rapport sur l'emploi américain a été publié en début d'après-midi. L'économie américaine a créé 228 000 emplois en mars, plus que les 137 000 anticipés. Le chiffre de février a été révisé à la baisse d'environ 35 000 créations. Le chômage remonte légèrement à 4,2% de la population active. Du côté des salaires, ils augmentent de 0,3% sur un mois et de 3,8% sur un an. Ce rapport sur l'emploi intervient quelques heures avant une prise de parole de Jérôme Powell ce soir. Qu'en est-il du marché obligataire qui a servi cette semaine de valeur refuge aux investisseurs? Oui, le rendement américain à 10 ans chute encore et passe sous la barre de 4% pour s'établir à 3,90% environ. Le rendement à 2 ans touche un plus bas depuis un an au cours de la séance et perd encore une quinzaine de points de base autour de 3,55%. En Europe, même mouvement pour le rendement allemand à 10 ans, pour qui la baisse était plus mesurée hier. Il cède une dizaine de points de base aujourd'hui autour de 2,55%. Le rendement allemand à 2 ans évolue à son plus bas niveau depuis un an sous 1,80%. Comment cette situation se traduit-elle sur le marché des changes? L'indice dollar se stabilise après avoir dévissé de 2,5% hier. L'euro-dollar évolue aujourd'hui autour de 1,10. À noter enfin, le pétrole chute encore de 7% aujourd'hui à $65 le baril de Brent après son plongeon de 7% hier. Il est au plus bas depuis un an. Bon, quels sont les rendez-vous prévus à l'agenda de la semaine prochaine sur les marchés, Pauline? La semaine prochaine, les investisseurs prendront connaissance de l'inflation américaine du mois de mars et ce sera également le retour des publications d'entreprises avec Delta Airlines mercredi et les grandes banques américaines à partir de vendredi. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché. Florence Barjou est avec nous ce soir, directrice des investissements de Crédit Agricole Assurance. Bonsoir Florence. Bonsoir Grégoire. À vos côtés, Florent Delorme, stratégiste chez M&G Investments. Bonsoir Florent. Bonsoir. Et Cyriac Dayan qui nous accompagne également. Bonsoir Cyriac. Bonsoir. Vous êtes gérant diversifié chez Sanso Longchamp Asset Management. Florence, si une des fonctions des marchés est de mettre un prix sur le futur, sur quoi est-ce qu'on essaye de mettre un prix depuis 2 jours ? Je pense que le marché est en train d'essayer de mettre un prix sur un scénario qu'il n'avait absolument pas anticipé. Goldman avait fait une étude auprès de ses principaux clients. Ils avaient un scénario justement de droits tarifaires et à l'époque, leur pire scénario, c'était des tarifs de l'ordre de 15%. Et fin mars, seulement 4% des clients de Goldman ayant répondu à l'enquête pensaient que ce scénario du pire serait matérialisé. Donc aujourd'hui, le scénario, c'est 25%, si rien ne bouge. Donc autant vous dire que c'était absolument pas anticipé. Donc évidemment, le marché est en train de s'ajuster de manière extrêmement violente. Et toute la question, c'est de savoir est-ce que les tarifs qui ont été annoncés vont rester en l'état. Et dans ce cas-là, effectivement, peut-être qu'on a fait une bonne partie du chemin, sachant que il me semble qu'il va quand même y avoir des impacts économiques de ces tarifs et on regardera bien sûr les publications de résultats et notamment les guidance. Je ne suis pas sûre qu'avec l'incertitude ambiante, elle soit extrêmement favorable. Mais en tout cas, sur le scénario tarifaire, question, est-ce que le pire est déjà là? Parce qu'il va peut-être y avoir des négociations qui vont se dérouler. De l'autre côté, il va peut-être y avoir des mesures de rétorsion, comme la Chine vient également de l'annoncer. En tout cas, quoi qu'il en soit, les gens qui disaient avec l'annonce des tarifs, l'incertitude va être levée et on va pouvoir redémarrer comme auparavant. Ouais. Là, en tout cas, ce scénario-là, il est mort. Voilà. Pourquoi on n'y croyait pas ? Mais je pense... Alors, mais c'est une très bonne question. Je sais que Trump change d'avis, ou en tout cas... Le discours de Trump peut être difficile à suivre, mais c'est vrai qu'on en parlait avant entre nous avant de prendre l'antenne. Trump a toujours parlé des tarifs. La campagne s'est faite quand même sur l'idée de tarifs universels. Alors je me souviens plus, c'était 10, 20% et 60% sur la Chine, etc. Enfin, si on reprend l'histoire a posteriori, c'est facile.
tout était déjà devant nos yeux. Non, mais c'est une excellente question parce que je pense que ça fait référence à quasiment un des biais psychologiques qu'ont les investisseurs et les êtres humains en règle générale. Et à chaque fois qu'il y a un changement de régime marqué, on a du mal, l'esprit humain a du mal à se projeter. Donc, par exemple, les taux négatifs, on n'y croyait pas. Oui. Bon, on a passé des années en zone de taux d'intérêt négatif. Le Covid, c'était quelque chose qu'on n'arrivait pas à conceptualiser. On a été en zone de crise extrêmement intense et on avait du mal à se projeter sur un retour à la normale. Ouais. Là, un esprit rationnellement constitué, quelqu'un qui a fait des études d'économie, quelqu'un qui suit le marché dont c'est le métier, même un agent industriel un peu rationnel, je pense qu'il ne peut pas imaginer que quelqu'un, donc le président des États-Unis, mette en place un tel programme parce que c'est d'une telle violence et c'est du jamais vu qu'on a du mal à se dire c'est un scénario crédible d'un point de vue rationnel. Or, pour Donald Trump, c'est quelque chose de rationnel. Il l'a dit, il le fait. Il pense que c'est comme ça qu'il va réindustrialiser les États-Unis. Mais c'est vrai que nous, en tant qu'agents économiques, on a eu du mal à se projeter sur ce scénario. Et je reviens au pricing de marché. Le marché price, la fin de l'histoire, c'est-à-dire le marché a capitulé sur l'idée que Donald Trump puisse faire machine arrière. On l'a vu pourtant faire machine arrière sur la Colombie en premier lieu, le Mexique, le Canada ensuite, avec une série d'exemptions, etc. Ça reste un playbook valable pour comprendre Trump ou c'est plus aussi évident? Alors Trump, je sais que c'est ce qu'on se disait, Trump qui change d'avis comme il change de chemise. Est-ce que le marché presse correctement? Je pense qu'aujourd'hui, personne n'en sait rien. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a une capitulation, en tout cas dans les indicateurs techniques? Oui, évidemment, ça commence à être survendu. Bon. Après, il ne faut pas sous-estimer les mécanismes qui se mettent en place habituellement quand il y a ce genre de correction. Bon, évidemment, la volatilité augmente très fortement. Et donc, il y a pas mal d'acteurs systématiques qui commencent à déleverager leur portefeuille pour des motifs de gestion du risque. Donc, on peut très bien avoir ces premiers mouvements qui sont la première jambe un peu fondamentale. On a les players actifs qui agissent sur leur portefeuille. Et puis peut-être une deuxième vague de flux sortants, parce qu'il y a des gestions systématiques qui vont bouger aussi. Mais quoi qu'il en soit, moi je pense qu'aujourd'hui c'est très dur de dire voilà, on a atteint le point bas, le marché sait pricer le risque et on sait tous où on va. Ouais. Avec en plus une fonction de réaction de Trump par rapport au marché qui est plus aussi simple ou évidente que ce qu'on a connu à l'occasion de Trump 1.0 où il nous tweetait les records du Dow Jones quasiment tous les jours à l'époque. Florent, qu'est-ce que vous retenez chez M&G de cette semaine un peu chaotique, je le disais, c'est un euphémisme. Et sur la situation de marché, est-ce qu'on est là aujourd'hui dans le cadre d'une capitulation ou est-ce que c'est pas encore évident? Pourquoi c'est important la capitulation? Je le dis d'un mot, parce que c'est là où on nettoie des positionnements qui étaient peut-être un peu extrêmes et que ça permet de faire une sorte de reset de marché et de repartir sur des bases plus constructives. C'est pour ça qu'on attend toujours ce moment de capitulation dans les phases de crise ou de stress de marché. C'est vrai qu'après avoir cru pendant de longs mois que Trump ne mettrait pas en œuvre cette politique, le marché, depuis 2 jours, semble basculer du côté de la thèse inverse. C'est-à-dire qu'en réalité, tout ça n'était pas du bluff et qu'il y avait une réelle intention de changer le régime économique mondial. Ça reste à ce stade quand même difficile de connaître complètement quelles sont les intentions de l'administration Trump et de savoir aussi quel est le seuil de douleur qu'ils peuvent supporter, quel est le seuil de douleur que leur électorat peut supporter. Et de notre côté, effectivement, on a tendance à croire, en tout cas, que leur électorat ne pourra pas les suivre dans cette politique de rupture totale, parce qu'effectivement, ils s'engagent dans une opération assez risquée, consistant effectivement à rompre complètement avec les schémas économiques mis en place depuis des décennies. On sait tous que c'est impossible de réussir une opération comme ça rapidement, puisque bon, les chaînes de valeur ont été définies pendant des décennies, elles sont internationales et ça ne va pas être réorganisé en quelques mois ni même quelques années. Donc ça ne produira pas les effets positifs escomptés par l'administration Trump, pour dire les choses simplement, une réindustrialisation, puisque cette réindustrialisation, si elle doit se faire,
elle prendra énormément d'années. Donc à court et moyen terme, ce qu'on aura, c'est uniquement de la douleur, c'est-à-dire plus d'inflation, moins de croissance. Et la carotte, si je puis me permettre, du Golden Age futur, elle est trop lointaine, trop hypothétique pour permettre de sauver politiquement la face, quoi. Alors, c'est quand même un pari effectivement osé que de croire que les électorats sont capables d'attendre une décennie pour toucher les éventuels dividendes d'une politique de recentrage des États-Unis et d'une réindustrialisation. Les électorats partout dans le monde ont quand même en général les attentes à assez court terme, se profilent très vite des élections aux États-Unis. Ouais. Et nous, on a du mal à voir comment l'administration Trump va pouvoir tenir cette posture dans un contexte où, comme on le dit, l'emploi va être détruit, la croissance va décélérer fortement. Et donc, il nous semble que sans doute l'administration Trump surestime la capacité de son électorat à les accompagner dans cette politique. Alors, donc, soit effectivement... ils s'aperçoivent assez rapidement que l'électorat ne les suit pas, ce qui les amènera à corriger un petit peu le tir en mettant en avant des arguments avec lesquels Trump a l'habitude de jongler. Il trouvera les arguments. Voilà. Ou soit, à l'inverse, le but de la manœuvre, c'est d'obtenir rapidement des concessions, des contreparties qu'on vise. Ouais. Cette hypothèse-là est encore valable. Ouais. On sait que par rapport à l'Union européenne... C'est ce qu'il disait hier soir. C'est un énorme levier de négociation pour nous. Exactement. Donc on sait que par rapport à l'Union européenne, le sujet clé, c'est la réglementation européenne, l'accès des valeurs de la tech américaine au marché européen. Il y a les questions aussi de l'achat d'armement. Donc il est aussi probable que dans une sorte d'intimidation massive pour obtenir rapidement des concessions, mais peut-être que l'espoir secret de l'administration Trump, en réalité, c'est de pouvoir rapidement revenir en arrière sur des niveaux de droits de douane, plus modérés. Donc, dans les deux cas, soit ils ne perçoivent pas complètement le niveau de douleur que leur électorat peut supporter, ou soit ils sont en réalité dans un bluff. Dans les deux cas, il est quand même probable qu'on revienne à quelque chose sans doute de plus mesuré. En tout cas, c'est un peu le scénario dans lequel on s'inscrit à ce stade. On n'a pas coupé le risque dans nos portefeuilles. Donc pour l'instant, les expositions actions ont évidemment un peu baissé du fait de la correction, mais il n'y a pas eu d'action volontaire de notre part pour baisser significativement le risque, notamment le risque action, puisque c'était là où on avait concentré la prise de risque. À l'inverse, on avait de la duration, ce qui protège en partie les portefeuilles, et très peu de risque crédit, donc la hausse des spreads qu'on observe ne nous impacte pas trop. Mais voilà un peu l'état d'esprit dans lequel on se trouve, et effectivement, les mois qui viennent nous diront si effectivement il s'agissait de bluff ou d'une sous-estimation de la capacité de leur électorat à les suivre, ou si à l'inverse, on est effectivement devant des idéologues qui sont intimement un peu convaincus que quels que soient les dégâts qu'ils vont faire à court et moyen terme dans l'économie américaine, leur électorat va les suivre et qui veulent vraiment repositionner le modèle américain sur un horizon 10 ans. Donc pour vous, c'est le comment on dit, le rating d'approbation, enfin c'est le soutien de l'opinion publique qui compte là pour les marchés d'une certaine manière. En démocratie, les États-Unis, que Trump et son administration ne pourront pas continuer très longtemps s'ils ne sont pas de nouveau approuvés dans les urnes de manière régulière. Donc, in fine, c'est quand même la satisfaction de son électorat qui aura le dernier mot. Et peut-être juste, si je peux dire un mot là-dessus, justement sur cette partie, je pense que ça peut aller plus vite que prévu, parce que autant vouloir réindustrialiser un pays, quand, comme en Europe, vous avez un taux de chômage, on va dire en France, qui oscille entre 7 et 10%, bon, ça peut faire du sens. Autant l'Amérique, en fait, elle est au plein emploi. Oui. L'Amérique, elle est en plein emploi. Et en fait, si l'idée, c'est de remplacer quelqu'un qui a un super job dans les services, dans la Silicon Valley, par quelqu'un qui fait des t-shirts,
comme c'est le cas au Vietnam, je ne suis pas sûre que ça attire les lecteurs américains. Bien sûr. Et puis surtout sur la désindustrialisation américaine. Alors tout dépend les périodes de référence qu'on peut prendre, mais sur les dernières années, la valeur ajoutée de l'industrie américaine n'a pas spécialement baissé. La part de l'emploi industriel dans l'emploi total est plutôt stagnant. Il n'est pas en chute libre du tout. Donc, je ne dis pas que c'est un mythe que se raconte Trump sur la désindustrialisation américaine, mais en tout cas, sur les dernières années, ce n'est pas le pays qui a le plus souffert de ce point de vue-là. Cyriac, vos commentaires alors, sur Trump, effectivement, puis je veux bien qu'on revienne au marché. Qu'est-ce que vous retirez de ces 2 jours de sell-off un peu généralisé? Est-ce qu'il y a eu une forme de discrimination entre hier, aujourd'hui? L'Europe, l'idée d'hier, c'était de dire que les actifs américains étaient ceux qui souffraient le plus. Bon, là, on voit quand même que le coup est dur aussi pour un marché comme le marché européen. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Ouais. Je vais essayer d'être synthétique. Je pense que le point important, c'est que Donald Trump, il a besoin d'avoir ses tarifs pour financer ses baisses d'impôts. Et à mon avis, le rationnel, il est finalement relativement simple. Le 22 ou 23, personne ne sait exactement, qui est aujourd'hui en moyenne qui sera appliqué, je pense que c'est une posture de négociation et qu'on devrait redescendre entre 10 et 15 ou quelque chose comme ça. Le sujet, c'est comment on passe du niveau actuel à 10-15 et comment, quand d'un côté la Chine réagit assez durement, enfin elle a tout à fait le droit d'avoir cette réaction-là, est-ce que cette réaction-là, elle n'est pas d'une certaine manière contre-productive lorsque l'Union européenne est plus dans une logique de négociation? Et donc ça, c'est important parce que ça va prendre du temps. Moi, je reste persuadé qu'à la fin, on va revenir sur un niveau qui sera loin. Aujourd'hui, avant Trump, on était à 2,5, donc on aura quand même une multiplication par 4, voire 5 ou 6. Mais c'est une manière de trouver de l'argent pour Donald Trump qui pense que, voilà, pour tout un tas de raisons, que l'économie américaine est capable de le faire. Mais le sujet, c'est combien de temps ça prend. Parce que l'économie, c'est un peu comme le vélo, si ça n'avance pas, ça tombe. Ouais. Et c'est exactement ce qui va se passer à un moment donné, c'est-à-dire que la confiance des consommateurs, la confiance des agents économiques, si elle ne se rétablit pas, et là on va avoir, en effet, on citait les publications, je pense que dans toutes les entreprises américaines, on va avoir une référence à ce qui se passe actuellement, les résultats vont être bons, parce que c'est ceux du premier trimestre. Mais dans la prévision, dans cette logique-là, ça va devenir compliqué. Et si les entreprises américaines n'investissent plus, si le consommateur nous dit, je sais, et surtout le consommateur américain qui est un moteur, un poumon de l'économie américaine, se pose des questions et qu'en plus on lui rajoute de l'inflation parce que faut jamais oublier que voilà, le consommateur américain il consomme, quand vous allez à Walmart, vous avez quand même du made in China quasiment partout. Ah bah oui. Et que c'est la population en plus que Trump soi-disant veut défendre qui va être le plus impacté par ce qui se passe. Donc tout ça, à mon avis, c'est quand même un cocktail où à un moment donné, Donald Trump va prendre en compte cette réalité, se dire bon, je vais peut-être taper fort, peut-être que ma stratégie de négociation n'était peut-être pas la bonne, je vais redescendre un peu mon niveau. Mais ça va prendre ça risque de prendre du temps et ça, c'est un sujet. Et donc, pour répondre à votre question, dans ce contexte-là, c'est-à-dire qu'on reste dans une sorte de flou artistique pendant les prochaines semaines ou les prochains mois, et que sur le S&P, et on voit bien finalement, si vous regardez, on regardait ça, c'était assez intéressant, avant de partir là, de venir sur le plateau, si vous regardez le S&P et l'Eurostoxx, la baisse sur les 3 derniers jours, point haut, point bas, c'est 9,31 d'un côté, 9,12 de l'autre côté. D'accord. Donc c'est exactement la même chose. Ah ouais. Vous regardez le Topix, c'est la même chose, ça perd 10% sur la semaine. Ah ouais. En dollars Là, je parlais en monnaie locale. D'accord, ok. Monnaie locale, okay. En local currency. Okay. Si vous rajoutez le change, il y a un sujet en plus. Okay. Mais là, c'est vraiment en plus sans l'effet change. Il n'y a qu'une zone qui finalement a mieux tenu, c'est les émergents. Paradoxalement, alors que c'est pas là où on s'attendait, mais les émergents finalement étaient plus préparés, il y avait plus d'inquiétude sur ces pays-là. Il y a la Chine qui est un mastodonte et qui finalement a plutôt bien intégré parce que elle était déjà dans cette logique-là, et donc finalement les émergents ont une baisse qui est un petit peu plus faible. Et je pense pas. Alors après, sectoriellement, il y aura peut-être des petites différences. On le voit, on parlait des banques, des machins. Ouais. Mais à la fin des fins, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de grands gagnants, de grandes différences, parce que là, c'est un marché, un sell-off, et on vend un peu tout ce qui peut être vendu. Et là, ce que le marché a besoin, c'est d'avoir un peu plus de visibilité sur ce qui va se passer. Et tant qu'on ne rentre pas dans cette logique de négociation, je pense que ça va rester volatile. Un VIX à 40, ça reste pas ad vitam aeternam sur le marché. C'est ça qui est important. Ouais. Et donc, c'est pour ça que, stratégiquement, nous, on était plutôt sous-exposés dans les portefeuilles avant d'arriver dans cette crise, si on peut dire. Ouais. Et là, on commence à lever nos couvertures. On ne sait pas si... On est sûr qu'on ne touchera pas le point bas exact. Mais par contre, voilà, quand vous avez des couvertures, commencez à enlever ces couvertures progressivement parce que ça peut baisser de 5, de 10, de 15.
Mais à un moment donné, le seuil de douleur qu'on citait sur Donald Trump, moi, je ne crois pas que Donald Trump il est capable de vivre avec un S&P qui baisse de 20, 5% 30. tous les jours, oui. Non. Voilà. Donc clairement, il y a un moment donné, son seuil de douleur, on l'estimait à 10 peut-être en 2016-2020. Il a changé de mindset, mais c'est peut-être pas 10, c'est peut-être 20, c'est peut-être 30, mais clairement, je ne pense pas que c'est en dessous de 30. Et on en discutait là entre nous juste avant, dans l'idée de chercher la capitulation du marché, le fait que l'or baisse, alors un peu, baisse moins que des indices actions, mais le fait que l'or baisse, est-ce que ça peut vouloir dire effectivement qu'il y a des acteurs qui ont besoin de liquider beaucoup de positions aujourd'hui pour faire face à des appels de marge, pour faire face à des engagements qui sont immédiats pour eux sur les marchés? Alors, ça peut être un élément qui peut être un peu rassurant, mais ce qui ne me rassure pas, c'est que hier, il baissait déjà un petit peu, et ça n'a pas empêché le marché aujourd'hui de continuer à baisser. Quand on regarde les éléments techniques, globalement, on n'a pas encore de signaux de capitulation. D'accord. Alors, on a des RSI, par exemple, des indicateurs techniques qui sont sous les 30, qui commencent à atteindre, mais qui commencent juste à atteindre le 108 de 30. Donc survendu, quoi. Survendu. On commence, mais juste aujourd'hui à 16h. C'est-à-dire que hier, c'était pas survendu. Et il y a un autre élément, c'est que globalement, on n'a pas ce mouvement qui, pour moi, est le symbole de la capitulation, c'est-à-dire qu'on drop, peut-être qu'on drop de 5, 10%, mais que derrière, ça rebondit et on termine quasiment flat ou ça cette logique. Et cette journée, on ne l'a pas eu, à première vue, on ne l'aura pas aujourd'hui. Je regarde, là, non, c'est pas parti pour encore, mais à Wall Street. Mais on ne sait jamais, il reste quelques heures sur une séance américaine pour donc, ça. Là, pour l'instant, je pense, et puis si on regarde un peu des éléments techniques comme les CTA, les stratégies optionnelles, ça peut paraître, c'est très technique, mais les gammas, etc., globalement, on est encore dans cette logique où ça appuie sur la baisse. D'accord. Bon. J'ai vu le retail, mais comme on l'avait vu, chaque fois qu'il y a eu des gros creux, ou des creux de marché ces dernières semaines, le retail a massivement acheté encore hier aux États-Unis. Sur la baisse. Est-ce que, historiquement, je ne suis pas sûr que c'est le meilleur indicateur. En 2020, le retail a bien acheté au moment où il fallait, en mars 2020, effectivement. C'était un gros point d'entrée d'une génération d'investisseurs particuliers. Qu'est-ce qu'on attend des banques centrales dans un contexte comme celui-là? Jérôme Powell va parler ce soir, mais surtout, on va repartir pour une série de réunions. 17 avril pour la Banque centrale européenne, 6 et 7 mai, je crois, de mémoire, pour la Banque centrale américaine. Est-ce que c'est déjà des meetings qui vont être importants, des meetings live qui vont être des meetings de décision importantes pour les banques centrales? Florent? Là, les banques centrales vont être confrontées à une situation assez inédite où on a encore des niveaux d'inflation qui ne sont pas à la hauteur de ce que ces banques centrales attendent, et en même temps, effectivement, la récession éventuelle se profile. Le pétrole a perdu quoi, 15% en 2 séances là. Voilà. Pour l'inflation, c'est plutôt bon, quoi. Voilà. Donc les décisions n'ont pas été évidentes, mais il est clair qu'on aura sans doute plus de baisse de taux qu'on ne l'escomptait initialement. Ouais. Donc la tendance, elle est clairement à la baisse des taux directeurs. Mais du côté américain, effectivement, ça ira sans doute moins vite qu'en zone euro, puisqu'on a quand même une inflation un peu plus importante là-bas. D'accord. Donc ils resteront, encadrés par leur double mandat. Nous le croyons, oui. Je comprends. Nous le croyons, en tout cas, tant qu'on n'a pas un risque systémique qui pourrait apparaître sur les marchés, puisque c'est quand même en général ça le déclencheur d'une intervention massive des banques centrales, donc une crise de liquidité extrêmement importante sur le crédit, comme on l'a eu par exemple lors de la crise sanitaire sur le Covid. Là, effectivement, les banques centrales interviendront pour établir la liquidité et le bon fonctionnement des marchés de crédit. Mais je ne pense pas qu'il y aura une précipitation sur la simple menace d'une contraction un peu trop rapide de l'activité. C'est plus des éléments de marché qui les amèneront à accélérer leur interventionnisme et à mettre de côté la dimension inflation. Ouais. Florence, qu'est-ce qu'on peut imaginer de l'évolution de la fonction de réaction des banques centrales quand même dans ce contexte? Et encore une fois, la prochaine réunion de la Fed est dans 1 mois. Est-ce que d'ici 1 mois, la Fed pourrait avoir des éléments qui lui permettraient de sortir de sa pause ou de signaler une sortie de la pause? Moi, je pense qu'effectivement, soit il y a un risque systémique qui force la Fed à agir en avance de phase, entre guillemets, on va dire, soit ils ont aucun intérêt à se précipiter. Et ce que je trouve intéressant, moi, c'est une forme de décalage entre les États-Unis et l'Europe, puisque aux États-Unis, donc la Fed a de manière explicite ce double mandat. Et en l'occurrence, une hausse de tarifs, par nature, c'est quelque chose qui est
temporaire. Donc, je rappelle, l'inflation, c'est un glissement annuel des prix. Donc, les effets de base jouent à plein. Si vous avez une hausse de tarifs en avril et que rien ne se passe par ailleurs, un an après, l'inflation, elle est nulle. Donc, la Fed, en toute logique, elle va, je pense, plutôt se focaliser sur la croissance. Il n'y a aucune raison qu'elle surréagisse, puisque, comme on l'a dit, pour l'instant, en fait, les données d'enquête sont un peu molles et un peu inquiétantes, mais en tout cas, l'activité réelle, elle se tient bien. Donc, dans un mois, la Fed, elle n'a aucune raison de surréagir. En Europe, il y a quelque chose d'intéressant, puisque, alors on voit qu'il y a des impacts croissance qui vont être forts, potentiellement. En revanche, l'inflation, elle ne va pas forcément bouger de la même manière, puisque, en tout cas à court terme, puisque, les hausses de tarifs, chez nous, elles seront certainement beaucoup plus modérées. Et 2, il y a l'effet change. Oui, bien sûr. Voilà, il y a l'effet change. Des ajustements par le change. Un des éléments intéressants de cette crise, c'est que le billet vert, qui habituellement est quand même une valeur refuge, pour le coup, se déprécie assez fortement, ce qui pose la confiance des marchés sur justement le dollar et la politique américaine. Mais donc en Europe, en fait, même à court terme, c'est pas complètement évident qu'on voit l'inflation monter, puisqu'il y a quand même l'effet change sur en gros la valeur des biens importés. Une grosse chute du pétrole, quoi, aussi. Une grosse chute du pétrole. Il y a un ralentissement de l'activité. Et par ailleurs, je regardais juste avant de venir à l'émission, Éric Lombard a quand même dit s'il y a des effets négatifs de cette crise douanière, potentiellement, on utilisera les finances publiques pour on laissera pour y filer le répondre. déficit, comme ça qu'on Et donc, dit, sur la partie courbe, déjà depuis le début de l'année, on a vu ce mouvement où les taux longs en Europe étaient plutôt haussiers, ils baissaient aux États-Unis. Bon, sur la partie pontification, aplatissement, on a quand même un peu une image miroir d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. La question, alors, pour la France, qu'elle laisse filer ses déficits, pas trop de doutes, mais la vraie question, c'est que font les États-Unis s'il y a vraiment quelque chose de mauvais qui arrive pour l'économie. Je veux dire, la Fed peut agir, on peut repartir avec des déficits à 10%. Enfin, je veux dire, en récession, normalement, le déficit commercial, il peut se contracter assez vite. Ça, très bien, il aura un point. Mais le déficit fédéral, il est censé s'élargir. Non, mais le déficit fédéral, à politique publique inchangée, c'est évident qu'il s'écarte. Enfin, je veux dire, il y a des stabilités. Et le marché, pas de problème, c'est la bonne réaction à avoir et le marché ne se posera pas de questions. Alors les twin déficits, pour l'instant, ça n'a jamais été un problème pour les États-Unis, mais c'est évident qu'à un moment, et c'était quand même tout l'argument des républicains, je veux dire, les républicains sont quand même très favorables à zéro déficit, donc ça va leur poser un sacré problème en termes de cohérence de leur politique économique. Oui, l'aspect banque centrale, quand même... Oui, le quantum de baisse de taux attendu a monté. J'ai même cru voir qu'un 50 points de base de la Fed à un certain stade est peut-être pas à exclure totalement. Alors bon, c'est des pricing de marché qui bougent très vite dans un sens et dans l'autre, et qui sont des pricing un peu médians ou moyens, qui ne reflètent pas forcément l'ensemble de la vue des investisseurs, pris les uns. Ça donne le sentiment des investisseurs, en fait. C'est vraiment ça, cette manière-là qu'il faut le percevoir. La Fed, elle est plus historiquement market-friendly que la BCE. Elle est plus sensible à ce sujet-là parce que dans son mandat, il y a cette problématique de croissance. Et j'ai même envie de dire, c'est une mentalité qui est quand même... Le rapport au marché financier, elle est quand même beaucoup plus développée aux États-Unis. Donc il y a une forme de pragmatisme qui est quand même intégré vraiment à la Fed. Et je trouve que M. Powell a encore plus cet élément-là dans sa manière de percevoir les choses. Donc je pense que si la Fed considère qu'il y a un risque systémique, en tout cas vraiment qu'il y a un sujet... Elle interviendra, elle peut baisser les taux, 25, 50, je ne sais pas. Mais ce n'est pas sa position actuellement, parce que sa position actuelle, c'est tout simplement de dire il y a de l'inflation aux États-Unis, et l'économie américaine, on peut tourner le truc dans tous les sens. Elle est peut-être en train de ralentir un peu, elle est certainement en train de ralentir un peu, mais elle n'est pas en train de décrocher. Aujourd'hui, en tout cas, on a un chiffre du chômage. Alors, on en parlait, Donald Trump s'est félicité de ce bon chiffre du chômage, il n'y est absolument pour rien, mais l'économie américaine, elle n'envoie pas ces signaux au niveau de l'activité réelle de ralentissement très fort. Donc la Fed, elle va être prise entre deux feux, plus, j'allais dire un troisième avec Donald Trump qui met la pression pour baisser les taux. Mais fondamentalement, si le S&P baisse de 10-20%, là, peut-être qu'elle sera obligée d'intervenir d'une certaine manière. Mais si toute chose égale par ailleurs, aujourd'hui, je pense que le scénario de baisser les taux en juin, c'est un scénario qui va bien. La zone euro, c'est une autre histoire, parce que la zone euro, elle a commencé son mouvement.
et elle a un indicateur en termes d'inflation dans le détail. L'inflation de la zone euro, elle est moins persistante, elle peut profiter de la hausse de l'euro aussi. Si vous regardez les hausses de salaire en zone euro, les indicateurs avancés de la BCE sont en train de s'écrouler. On est sur des chiffres de 1 à 1,5 de croissance de salaire. Donc la BCE, j'ai envie de dire, elle a toutes les raisons de baisser les taux aujourd'hui. Je pense terminer l'année à 2, quand on a commencé l'année à 3, c'est tout à fait possible pour la BCE, c'est même probable. Et elle va continuer. Alors, est-ce qu'elle le fera en avril? J'en sais rien, je ne sais pas. Mais elle va poursuivre son mouvement. Et la question est de savoir même si 2 est le point d'arrivée ou si 2 est un point de passage à la Banque Centrale Européenne. Alors, je pense que la réponse, finalement, ils ont fait des grandes études pour nous expliquer où était le point neutre. On a eu un 75 de 50, donc c'était une fourchette assez large. Je pense que le taux neutre, en fait, d'une certaine manière, on s'en manque un peu. Ils vont peut-être descendre plus bas, mais s'ils descendent plus bas, c'est parce qu'il y aura des tarifs et qu'ils vont se dire, bon, là, l'économie est en train de planter, il faut qu'on intervienne de manière un peu plus agressive. Mais voilà. On a commencé sur les tarifs. Et les tarifs, en fait, il faut imaginer que c'est un truc qui est systémique et ça déstabilise l'ensemble de l'économie. Et donc, les banques centrales ne sont pas immunisées et se posent exactement la même question qu'on se pose aujourd'hui. Parlons des marchés. Effectivement, alors... Comment on navigue là aujourd'hui dans cette période-là quelle est la stratégie ou même l'aspect un peu tactique qu'on peut avoir, Florent? Vous disiez être assez peu exposé au risque de crédit, plutôt long duration, donc ça positif. Et puis sur la partie action, vous n'avez pas changé encore aujourd'hui. On préfère être d'ailleurs dans une zone particulière pour être exposé aux actions, États-Unis, Europe, émergents et Chine, qui reviennent un peu dans le jeu quand même, il faut le dire. C'est vrai que nous, notre position, c'est de ne pas renier tout ce qu'on a pu dire les mois précédents. Je suis d'accord. Et donc ne pas, avec cette annonce, considérer que c'en est fini des marchés actions et des États-Unis. Il faut quand même rappeler que l'économie américaine a des vertus qui persistent, une productivité hors norme, une flexibilité du marché du travail, une capacité à l'innovation et un leadership indéniable sur l'intelligence artificielle qui est quand même la technologie sur laquelle tout le monde compte pour régler les difficultés financière de tous les États. C'était d'ailleurs le débat qu'on avait en Europe avec le rapport Draghi. Comment on fait pour se mettre à niveau? Comment on fait pour rattraper les États-Unis? Donc c'était quand même le sujet. L'économie américaine, une partie du modèle économique américain était vue comme un modèle sur l'innovation, le financement, etc. Exactement, donc tout ça est toujours présent et donc il faut conserver une vision de long terme, puisque comme on le disait, quid de l'administration Trump dans 2 ans, dans 4 ans. Donc nous, on préfère garder à l'esprit qu'il y a des facteurs structurels qui militent pour des investissements aux États-Unis, indépendamment des soubresauts actuels qui sont liés aux tentatives, un peu dans l'urgence d'une classe politique de rétablir son leadership qu'elle croit déclinant face à la Chine. Voilà. Mais les points forts des États-Unis persistent. Restent en place. Donc, fondamentalement, vous dites il n'y a pas de raison que les États-Unis soient très différents demain de ce qu'ils sont aujourd'hui. En tout cas, en relatif, pour l'instant, on a une économie européenne où il y a beaucoup de déclarations, mais quand même dans les faits, le plan Draghi va pas être mis à exécution rapidement. On voit bien que sur tous les sujets où on a pu voir des mouvements ces dernières semaines, les questions du financement restent quand même toujours en suspens sur les annonces de la Commission européenne, par exemple, pour mettre de côté les dépenses en armement, dans l'examen des comptes publics de la société. Bon, c'est une position de principe que tout le monde accueille favorablement, mais la question du financement de ces dépenses reste entière. La question de la productivité en Europe
reste entière, la question du manque d'union des marchés européens, notamment les marchés de capitaux, les marchés bancaires, enfin tout ça, toutes ces questions-là restent en suspens et on n'a pas vraiment de réponse. Il y a beaucoup de déclarations qui semblent aller dans le bon sens, mais on voit plus difficilement comment la mise en œuvre va se faire. Alors qu'aux États-Unis, il y a quand même une dynamique qui est bien enclenchée sur ces sujets-là, donc on a tendance à considérer que les États-Unis restent un terrain d'investissement assez naturel et que la réalité ramènera les républicains à un peu plus de modération. Voilà. Et en tout cas, en réalité, il n'y a pas tant de rupture entre les républicains et les démocrates. Ça semble être une rupture, mais la volonté de réindustrialiser les États-Unis, elle a émergé avec Trump, mais elle a été assez largement poursuivie par Biden. L'IRA était un grand plan de subvention massif à la réindustrialisation. Oui, ça. Exactement. La volonté de repositionner. La méthode était différente, mais le but était. La volonté de repositionner la puissance américaine plutôt côté Pacifique. Ça existe depuis l'ère Obama. Ouais. La différence, en fait, c'est une différence de perception. C'est-à-dire on a l'impression que les démocrates voulaient organiser une transmission calme, disons un pivotement stratégique dans la continuité, là où les républicains semblent avoir un sentiment d'urgence, une perception de la situation. Et l'idée que pour vraiment faire pivoter le système, il faut le choquer. Voilà. Il y a aussi ce côté un peu Silicon Valley. Voilà, j'y vais jusqu'à ce que quelque chose se cache et puis je réparerai les dégâts ensuite. C'est-à-dire, on fait d'abord, ça casse et puis on s'ajuste ensuite. C'est une différence de méthode et de perception d'urgence de la situation, mais avec un diagnostic qui en réalité est le même et assez homogène sur toute la classe. Donc il n'est pas si hors cadre que ça, en fait. Il n'est pas si hors cadre que ça. Simplement, la méthode, elle est discutable parce que les transitions stratégiques dans des ruptures ne sont pas les plus faciles à opérer. Voilà. Mais en tout cas, il y a quand même, aux États-Unis, une volonté marquée de la classe politique de conserver un leadership mondial, une unanimité sur ce sujet-là. Donc pour un investisseur, ça, c'est une dimension qui est plutôt rassurante et qui milite quand même pour conserver des allocations sur les marchés actions de ces pays-là. Florence, comment on gère dans un portefeuille assurantiel, je le précise, comme le vôtre. Donc il y a beaucoup de taux et puis il y a d'autres classes d'actifs. De préciser parce qu'effectivement, même en comparaison d'un asset manager, on ne gère pas les portefeuilles de la même manière parce qu'on a des règles comptables qui ne sont pas les mêmes. Intéressant. Mais donc d'un côté, on a un gros stock. Quand je dis gros, chez Crédit Agricole Assurance, on gère à peu près 260 milliards. Vous voyez, voilà. Tout ça pour dire que quand on a des flux, ça fait parfois aussi bouger le marché. Donc il y a un stock et il y a les flux de l'année parce qu'évidemment, il y a les primes d'assurance vie qu'on collecte. Et il se trouve qu'en ce moment, avec toute l'incertitude qu'il y a dans le marché, la collecte de l'assurance vie, elle est quand même significative. Donc sur la partie stock, nous, on avait une vue de marché qui était assez prudente, je pense proche peut-être de la vôtre. Et donc effectivement, comme vous, on avait mis en place des protections optionnelles sur les marchés actions assez significatives qu'on a commencé à lever aujourd'hui. Très légèrement. Plus ça baisse, plus il y a l'idée de pouvoir commencer à enlever ces protections. L'idée de ces protections, c'était effectivement de couvrir notre portefeuille et de générer de la production financière face à un marché baissier. Donc ce scénario-là, il se réalise. Et donc, en cohérence avec nos vues, on commence à prendre des profits et donc à lever en partie ces couvertures. Donc ça, c'est la partie stock. Sur les flux, nous, notre question, c'est on projette les flux sur l'année. Quand est-ce qu'on les alloue ? On a été très prudent sur les premiers mois. On a très peu déployé. On a commencé à déployer quand les marchés ont commencé à décrocher. Et là, toute notre question, c'est est-ce qu'on accélère ? Est-ce qu'on est proche du point bas du marché ? Donc, on a commencé à déployer un peu dans les marchés baissiers. On va probablement continuer parce qu'effectivement, il y a des points d'entrée qui sont intéressants et même quand le marché baisse fortement, c'est quand même jamais la fin du monde. Voilà, l'idée, c'est effectivement d'arriver à accompagner la baisse. Et sur des horizons long terme comme ceux que vous pouvez avoir en tant qu'assureur, Florence, je ne sais pas si vous pouvez répondre à la question, mais les États-Unis, le fondamental américain n'a pas changé. On continue de
traiter les États-Unis comme on a pu les traiter, sur le plan de l'investissement, hein, j'entends, comme on a pu les traiter ces dernières années, ou est-ce qu'il y a des éléments qui fragilisent un peu des fondamentaux? J'ai jamais lu autant de papiers sur Donald Trump et le respect de l'état de droit, de la rule of law, etc. Et c'est vrai qu'il y a une manière de faire qui peut perturber et soulever des interrogations que personnellement j'ai jamais vu naître. C'est une question qu'on se pose. C'est une question qu'on se pose parce que effectivement, si on considère que les États-Unis restent une démocratie, qu'on continue à rester dans le cadre qu'on connaissait tous, évidemment, c'est une société où la productivité est hyper intéressante, c'est un marché de diversification pour nous, bien sûr. Mais il y a quand même une forme de scénario qui est un scénario extrême, qui est un peu dystopique, hein, oui, je suis d'accord, oui. mais qu'on n'avait pas du tout en tête. Mais qui est plus à zéro, quoi. Qui est plus à zéro, et on peut se dire, peut-être qu'il va faire un 3e mandat, peut-être, bon, voilà. Et donc ça, c'est quelque chose, on commence à y penser. Ouais. Et que fera-t-il de Jérôme Powell, de la Fed? Est-ce qu'il faut supprimer la Fed, etc. Enfin, c'est des trucs qui sont un peu comme ça dans le bruit du moment, mais voilà. Quelle est la valeur du dollar comme réserve de valeur? Est-ce qu'ils vont forcer les gens à acheter des treasuries 100 ans sans Est-ce que leur ce sera un défaut? Est-ce qu'ils sont prêts? Oui, non, mais bien sûr. Ouais. Cyriac, je vous laisse conclure sur l'investissement. Mais oui, vous nous avez déjà dévoilé effectivement l'idée que, partant des protections que vous aviez, c'est plutôt l'idée d'en enlever un petit peu aujourd'hui. Ou est-ce que vous avez envie d'ailleurs de peut-être éventuellement vous redéployer si le moment était aujourd'hui, on est dans une logique d'enlever nos protections. On n'est même pas encore sur la neutralité, donc on reste légèrement sous-exposé. Mais l'idée, voilà, c'est tant que ça va baisser, d'enlever ces protections. Et si, imaginons que ça baisse encore de 5%, on n'aura plus de protection. Si ça baisse de 10%, on va être légèrement overweight. Et c'est d'avoir une logique de progressivité dans l'investissement, parce qu'on va vivre dans un monde de volatilité. Ce que je trouve intéressant, pour conclure, c'est l'aspect taux. Hein. On peut tous, en tout cas la plupart des investisseurs diversifiés sont heureux de retrouver une corrélation qui permet, quand les actions sont chahutées, au taux de baisser. Donc ça, on en a profité parce qu'on avait rajouté de la sensibilité. Je mettrai quand même un petit warning là-dessus. Nous, on a commencé à enlever un peu de sensibilité taux. D'accord. Parce que tout ce qu'on raconte là, à la fin, c'est quand même plutôt inflationniste. Oui. Donc là, aujourd'hui, la réaction des marchés taux, c'est il n'y a plus de prime là, pour l'inflation. Là. Exactement. On achète des taux pour du risk-off et parce qu'il y a un scénario de récession, de crainte. Mais dans un deuxième temps, à un moment donné, le sentiment des investisseurs obligataires pourrait se retourner. Donc, si l'économie n'a pas complètement craqué et qu'il reste encore un peu d'inflation, peut-être que les taux ne sont pas au bon endroit là aujourd'hui. Voilà, le Bund à 2,30, il y a un moment donné, si l'inflation repart, on peut avoir un sujet. Donc là-dessus, je pense que c'est plus un mouvement tactique qu'il faut jouer plutôt que structurel sur les taux. Merci beaucoup. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché pour conclure cette semaine un peu particulière. Florence Barjou, Crédit Agricole Assurance, Cyriac Dayan, Sanso Longchamp Asset Management et Florent Delorme, M&G Investments. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du cas d'investissement de Kingspan. Nous décryptons un cas d'investissement chaque mois avec les équipes de Clartan Associés. C'est Elisabeth de Saint-Léger qui est à mes côtés, associée et gérante financière chez Clartan Associés. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Grégoire. Le cas Kingspan, qui est une entreprise irlandaise, un pur player des matériaux de construction destinés à l'isolation thermique des bâtiments. C'est ça, Elisabeth? Effectivement, c'est un champion de l'isolation de l'enveloppe des bâtiments, c'est-à-dire façade et toiture, qui fait ce qu'on appelle des panneaux sandwich. Donc ça, c'est un complexe en acier dans lequel il y a un principe d'isolation qui s'applique directement sur les façades des bâtiments, alors principalement tertiaires, bureaux, commerces. Voilà. Donc ça représente plus de la moitié de son chiffre d'affaires. Il y a ensuite des panneaux isolants, donc en matériaux isolants, qui servent un peu partout dans le bâtiment également, et puis pour des conduits de calorifuges. Ça, c'est un autre 20% du chiffre d'affaires. Et puis après, il y a des divisions plus petites autour de l'eau, la ventilation, la lumière, et puis des solutions spécifiques pour les salles où il y a beaucoup d'ordinateurs, par exemple. Ouais.
Mais leur métier, c'est bien l'isolation. C'est vrai qu'on les a souvent comparés à Saint-Gobain. Saint-Gobain est beaucoup plus diversifié de ce point de vue-là. Kingspan est beaucoup plus recentré sur ce métier de l'isolation. Qu'est-ce qui porte leur croissance ? Déjà, à quel régime de croissance évolue le groupe Kingspan aujourd'hui ? J'imagine qu'il y a un côté un peu cyclique lié au cycle du bâtiment, de l'immobilier, mais il y a aussi, derrière l'isolation, la méga tendance de l'efficacité énergétique des bâtiments, en l'occurrence. Oui, et c'est ça la tendance très porteuse, parce que 85% de leur chiffre d'affaires est tourné vers l'efficacité énergétique. On sait que les bâtiments sont responsables d'environ 40% des émissions de CO2, et c'est lié à la consommation d'énergie, à la climatisation, etc. Donc l'isolation, c'est un vrai enjeu. Et donc la demande d'efficacité énergétique est un impératif qui est porté par un mélange, alors on va dire, d'ambition climatique, mais aussi plus concrètement de réduction de la facture. De facture à la fin du mois, voilà. Bien sûr. Et ça parle ça à joue. tout le monde. Et ça, ce sont des tendances très très longues. Ouais. Alors la croissance de Kingspan, ça a été, suivant la plage que vous regardez, de l'ordre de 10-15%. Sur le passé, et ils ambitionnent d'ici les 6-7 prochaines années de doubler en taille, ce qui veut de nouveau dire voilà, un taux de croissance à 2 chiffres. Donc c'est vraiment une tendance soutenue. Et puis, il faut savoir qu'il y a quelques acteurs bien installés. Kingspan, qui est leader, Saint-Gobain, et puis il y a Rockwool, puis un autre. Mais le marché reste quand même assez fragmenté, suivant les endroits, ce qui donne la possibilité de faire des acquisitions. Et surtout, le potentiel dans certains marchés reste encore très élevé. Alors, le panneau sandwich, ils ont peut-être déjà fait le plein, je dirais, en Europe, donc ça va être porté plus par l'innovation. Mais aux États-Unis, il y a encore énormément de potentiel pour les produits de Kingspan, parce qu'ils sont sous-utilisés, et les solutions qui sont utilisées actuellement sont beaucoup moins efficaces, donc beaucoup plus chères à la fin de la question intéressante, là, dans le contexte actuel, c'est quoi la stratégie de Kingspan sur un marché clé comme le marché américain ? C'est une boîte très européenne quand même déjà aujourd'hui, c'est ça ? Très européen, voilà. Mais si l'objectif pour le doublement de la taille dans les 6-7 années qui viennent, c'est aussi de se faire une place sur le marché américain, quelle est la stratégie ? Ils ont de la production sur place ? Pas du tout alors les produits de Kingspan, ça voyage à pas plus de 700 km. D'accord. Donc, il faut nécessairement être sur local. place. Et ils ont à peu près 200 sites de production dans 80 pays. D'accord. Ils ont une empreinte mondiale. Cela dit, donc, très européen, parce que c'est 70% européen, 20%, un peu plus de 20% États-Unis, ou Amérique, et reste du monde, un peu en Asie, un peu en Australie, voilà. Et donc, sur leur produit cœur, ils vont continuer à augmenter le taux de pénétration là où c'est possible, donc notamment les États-Unis. Ils vont continuer à acquérir des sociétés pour accélérer l'implantation là où ils ont la possibilité de le faire. Et puis, dans certaines niches, ils vont aussi se développer, donc notamment par acquisition, mais très organique aussi. Ils sont pas, ils ont un historique d'intégration avéré. D'accord. Ils savent faire. Mais ils savent faire, voilà. Mais la croissance organique reste le moteur principal. On va dire que historiquement, ça a été moitié-moitié. Et comme ils visent toujours de faire des petites acquisitions à des prix raisonnables, soit pour accélérer le maillage, soit pour acheter des produits qui enrichissent leur portefeuille, c'est possible que ça continue à peu près avec une répartition de cet ordre-là, moitié-moitié. Toujours sur le modèle économique, comment est-ce qu'ils distribuent leurs produits ? C'est une distribution qui peut se faire en direct. Leurs clients, d'ailleurs, qui sont-ils concrètement ? C'est des promoteurs immobiliers, c'est ceux qui rénovent les bâtiments, c'est ça C'est ceux qui construisent, parce qu'ils font 2 tiers en direct et 1 tiers en distribution. D'accord. Et leur but, c'est toujours d'être la référence
pour être prescrit. C'est un peu comme les guébérites. Oui, bien sûr. Dans un autre domaine. L'idée, c'est d'avoir toujours dans le catalogue les produits les plus performants. Alors, la performance, ça se nourrit par l'innovation. Ils en font beaucoup. Alors, l'innovation sur la meilleure qualité d'isolation thermique, phonique, la protection contre le feu. Mais donc ils ont un réseau de prescripteurs qui font que il faut que ça devienne un réflexe. Pour qui ils sont incontournables, quoi. C'est ça. On pense isolation, on pense Kingspan. Et ils sont dans l'innovation, notamment, ils sont en train de continuer à lancer des produits qui peuvent vraiment changer la donne, notamment dans la tertiaire, par exemple, qui rassemblent isolation et panneaux solaires dans un seul produit. Et donc ça, c'est très malin, parce que ça veut dire qu'à la sortie, il n'y a qu'un intervenant, plutôt que coordonner des tas d'intervenants. Et c'est tout en un, énergie et isolation. J'ai une question avant qu'on parle du titre Kingspan en tant que tel. Il y avait eu cette controverse majeure en 2017. C'était, alors, sans refaire toute l'histoire, l'incendie de la tour Grenfell à Londres. Je crois qu'il y avait une dizaine de décès quand même dans cette tour. Donc ça avait été un événement assez majeur avec des matériaux de Kingspan, mais pas uniquement. Saint-Gobain aussi était impliqué, j'allais dire, dans les matériaux potentiellement défectueux. Quelles leçons ils ont tiré de ce qui était une controverse majeure à l'époque? Je me souviens, on en avait beaucoup parlé. Ce qu'ils en ont tiré, c'est d'être encore plus vigilants sur les spécifications techniques d'installation de leurs produits. Parce qu'en fait, c'est ça qui est clé. Si on utilise incorrectement un produit, ça peut effectivement présenter des risques. Et ils avaient beaucoup travaillé là-dessus par la suite. D'accord. Donc ils ont resserré effectivement les spécifications et les conditions d'utilisation de leurs produits. Venons-en au titre. Comment ça se classe Kingspan? Ça reste quand même une valeur cyclique, j'imagine, de croissance, avec les taux de croissance que vous avez indiqués, Elisabeth? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est clairement un dossier de croissance, avec des marchés très porteurs, et puis des choses qu'on aime bien chez nous, c'est-à-dire une position de leader, une belle culture, tout ça. Mais il y a une corrélation au bâtiment, même si le fait qu'eux interviennent sur l'efficacité énergétique, et puis qu'ils soient quand même présents un peu partout dans le monde. Ça lisse l'aspect cyclique. Ça lisse un peu l'aspect cyclique. Mais c'est 3/4 construction, 1/4 rénovation. Donc il y a forcément une interférence avec les cycles de construction. Oui, et puis je sais pas, il y a un plan en Allemagne, il y a peut-être demain un apaisement du conflit entre la Russie et l'Ukraine et la perspective de reconstruction. Enfin, voilà, dans le cycle, il y a aussi des choses positives. C'est ça ce que je veux dire. Le cycle, par définition, il y a des hauts et puis des bas, et puis des hauts après. Et c'est une valeur qu'on traite comment justement en portefeuille? Parce que c'est vrai qu'il y a une grande amplitude de variation du cours de bourse. Et là, spécifiquement en ce moment, c'est un bon moment pour l'avoir, vous dites, Elisabeth? Alors c'est boursièrement très volatile, et aussi bien en fondamental, ça coche pas mal de cases. C'est vrai que là, le parcours récent a été plus heurté, essentiellement à cause, ce qui a heurté. Pas que Kingspan. Mais comme c'est un titre très volatile, et que il y a eu un peu de l'espoir et puis de la déception sur la dynamique qui repart. Le fait est que le cours est un peu déprimé par rapport à ce qu'il a pu être. Et étant donné les très belles qualités du dossier, nous, on le conserve en portefeuille, tout à fait. Merci beaucoup Elisabeth. Merci d'être venue décrypter pour nous ce cas d'investissement, le cas Kingspan, société irlandaise, pure player de l'isolation thermique, notamment des bâtiments. Elisabeth de Saint-Léger, associée et gérante financière chez Clartin Associés, qui était avec nous l'invité de ce dernier quart d'heure dans Smart Bourse. Smart Bourse vous a été présenté par Silex, conseil en investissement,
produits structurés, gestion d'actifs, technologie.